Salut à tous, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout la première vidéo en compagnie de ma copine du coup. Bonjour. Du coup pour cette première vidéo, je me suis dit que tout simplement c'était Halloween très bientôt, après-demain en fait, et que pourquoi pas se faire une vidéo où on se raconte des histoires d'horreur et peut-être même nos propres expériences qu'on a eues avec tout ce qui était potentiellement paranormal ou juste horreur. Je voulais le faire un peu en mode comme à l'ancienne quand on était petits, quand on était ensemble, tous en groupe de potes ou peu importe avec votre famille, qu'on se racontait des histoires d'horreur à tour de rôle pour essayer de se faire peur entre nous, et ça va être l'idée un peu de la vidéo. Tout à fait. C'est parti. C'est parti. Bon, et du coup, évidemment, je le précise pas, mais on est déguisé pour tout simplement pour l'événement. Pour l'occasion. Voilà, pour l'occasion. Et on a mis des décos autour de nous. Bon, ça, on l'a fait aussi juste pour notre plaisir à nous quand on est chez nous. Voilà, c'est Halloween, donc pourquoi pas juste décorer Tout à fait. pour ça, quoi. Donc, on va commencer avec la première histoire. Donc, je vais commencer à raconter la première histoire qui s'intitulera La voisine du dernier étage. Lucie, une jeune femme de 26 ans, vient de s'installer dans un petit appartement situé au 2e étage d'un immeuble de 4 étages. Elle est ravie de son nouvel espace, c'est son premier appartement à elle et tout semble parfait. Tous les voisins sont gentils, tout sauf une vieille dame qui vit seule au dernier étage. Dès son premier jour, elle la voit rôder dans le couloir, un regard fixe et inquiétant dans les yeux. Les autres résidents l'évitent. Lucie apprend rapidement que personne ne sait vraiment grand-chose sur elle. La vieille dame semble juste être là, observant silencieuse et froide. Après quelques jours, Lucie commence à remarquer des bruits de pas lourds et lents au-dessus de chez elle. En pleine nuit, comme si quelqu'un se promenait dans l'appartement du dernier étage. Au début, elle n'y prête pas attention, pensant que c'est normal dans un immeuble ancien. Mais ces bruits se produisent toutes les nuits, toujours aux mêmes heures. Une nuit, alors qu'elle essaie de dormir, elle entend quelque chose d'inquiétant. Un rire très doux et étouffé, comme si quelqu'un riait juste derrière sa porte. Lucie se fige, le cœur battant. Elle reste allongée dans son lit, retenant son souffle, jusqu'à ce que le rire s'arrête. Le lendemain soir, alors qu'elle monte les escaliers pour rentrer chez elle, Lucie entend la vieille dame parler dans l'escalier. Elle se dispute seule, marmonnant des mots incompréhensibles. Curieuse, Lucie ouvre la porte de son appartement et voit la vieille dame qui lui fait signe de revenir dans son appartement, la main tremblante. Lucie rentre, ferme la porte, mais ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil dans le Judas. La vieille dame est toujours là, immobile, fixant sa porte d'un regard vide. Peu de temps après, Lucie s'endort. Elle est brusquement réveillée par un coup puissant contre sa porte. Elle se lève d'un bond et entend la vieille dame murmurer d'une voix froide. Ouvre la porte. Paniquée, Lucie recule, immobile dans l'obscurité de sa chambre, attendant que tout s'arrête. La nuit suivante, Lucie décide de ne pas dormir et de rester éveillée. Au milieu de la nuit, elle écoute attentivement. C'est alors qu'elle entend quelque chose d'encore plus inquiétant, un léger grattement qui semble venir du plafond, se rapprochant lentement de son lit. Elle reste immobile, retenant son souffle, jusqu'à ce que le bruit cesse enfin. Le lendemain, elle descend voir le gardien pour se plaindre. Il la regarde choquée. Mais il n'y a personne dans cet appartement. La vieille dame est morte il y a 2 ans. Lucie est sous le choc. Cette nuit-là, elle entend la vieille dame murmurer dans sa chambre. « Je t'avais dit de ne pas regarder. » Quelques jours plus tard, les voisins remarquent que Lucie ne sort plus. Sa porte est fermée, ses lumières éteintes. Quand le gardien entre enfin dans son appartement, il découvre son téléphone, son sac. Mais Lucie a disparu. Dans l'angle du plafond, une ombre floue sombre l'observe. Donc là, on est sur une fin questionnante. Très. En fait, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, quoi. C'est ça. En fait, ça laisse un peu place à l'imagination et genre... En fait, c'est surtout que genre dans l'histoire, t'as l'impression qu'il y a que Lucie qui voyait cette vieille dame et qui était au courant de... Enfin, qui voyait ce qui se passait comme si... Parce que du coup, le gardien, il dit qu'il y avait personne, qu'elle est morte il y a 2 ans, mais du coup, ça veut dire que soit elle a été face à des événements paranormaux, soit... je sais pas, mais... Si, il y a personne qui est censé être là. Mais le truc, c'est qu'elle a disparu aussi à la fois, donc... Oui, c'est vrai. En fait, c'est un peu bizarre, genre c'est une fin un peu ouverte, genre vous en faites ce que vous voulez, et même si vous voulez, n'hésitez pas à faire une suite de cette histoire, une fin d'histoire en vrai avec votre imagination. Carrément. Chez vous, en commentaire, peu importe, sur Skype, je sais pas, partout, voilà. Donc voilà, on va passer un peu par plusieurs histoires, des histoires un peu type paranormal, un peu plus réalistes. On a essayé de chercher des histoires un petit peu sur différentes thématiques et aussi avec des fins et des événements différents. Genre là, pour cette première histoire, c'est une fin un peu ouverte où en fait vous pouvez juste laisser place à votre imagination. Après, c'est surtout des histoires fictives, mais c'est ça peut se rapprocher des vraies histoires. C'est ça. En tout cas, pour ma première histoire, c'était une histoire complètement fictive, mais la seconde, elle a été un peu inspirée de faits réels. Alors, c'est pas une histoire vraie qui s'est vraiment passée, mais qui est inspirée de choses qui se sont vraiment passées. Ok. Donc, c'est une histoire fictive, mais inspirée de faits réels, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour la deuxième histoire qui sera racontée, du coup, par toi-même. Par moi. Ma première histoire s'appelle
Le dernier métro. Dans une grande ville, à l'approche d'Halloween, les rues étaient animées, remplies de rires et de déguisements. Cependant, une jeune femme nommée Clara, après une longue soirée de fête, devait rentrer chez elle. Elle prit le métro, se disant que ce serait rapide. Le dernier train de la nuit était presque vide. Elle s'assit, observant les lumières scintillantes défiler par la fenêtre. Soudain, le métro s'arrêta brusquement. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent. Un frisson parcourut son échine. Dans l'obscurité, elle entendit des murmures, indistincts, mais pressants. Elle n'était pas seule. Clara tenta d'allumer son téléphone, mais la batterie était morte. Le train restait silencieux, le temps semblait s'étirer à l'infini. Elle se leva, hésitant à aller vers la porte, mais quelque chose la retenait. Les murmures devinrent des rires étouffés, se mêlant à un son que Clara ne pouvait identifier, comme un souffle chaud dans son cou. Son cœur battait la chamade, elle se retourna, espérant voir un autre passager, mais le wagon était désert. Tout à coup, une silhouette apparut dans l'ombre. Une femme au visage pâle, aux yeux noirs, qui se tenait là, immobile. Clara recula, ses jambes faiblissant. La femme sourit, mais c'était un sourire qui ne promettait rien de bon. Elle tendit la main, et Clara sentit une chaleur étrange l'envahir. « Tu ne devrais pas être ici », murmura la femme d'une voix éthérée. « Ce train ne va nulle part. » Clara, paralysée par la peur, essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La femme s'avança lentement, chaque pas résonnant comme un écho. Clara réalisa alors que la silhouette portait un costume d'Halloween. Mais pas un costume ordinaire, un costume macabre, fait de peau et de cheveux, comme si elle était une partie du métro lui-même. « Rejoins-nous » chuchota la femme avant de disparaître dans l'obscurité. Les lumières revinrent soudainement, et le train reprit son cours. Clara, haletante, observa les sièges autour d'elle. Ils étaient toujours vides, mais quelque chose avait changé. Les murs du wagon semblaient vibrer comme si le métal lui-même était vivant, résonnant avec une énergie maléfique. Elle regarda dehors. Les stations défilaient, mais chaque nom qu'elle voyait était différent, des noms qu'elle n'avait jamais entendus. Le train s'éloignait des endroits familiers et elle comprit qu'elle s'enfonçait dans l'inconnu. Le dernier métro de la nuit n'était pas seulement un moyen de transport, c'était un piège, une porte vers un monde où les vivants et les morts se mêlaient. Clara, dans sa panique, chercha désespérément une issue, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Les rires revenaient, plus forts cette fois, et la silhouette réapparaissait, sa main tendue. « Bienvenue chez nous », dit-elle alors que Clara réalisait que le train ne s'arrêterait jamais. Ok, donc là on est dans une histoire fictive, c'est plus de la fiction là du coup. Ouais, complètement fictif. C'est du coup elle part dans un autre monde, enfin après fictif, en fait ça dépend de... Ça dépend de Ça chacun. dépend des points de vue parce que peut-être qu'il y en a qui croient à cet univers fictif, enfin à cet univers du coup pas fictif mais autrement d'Upside Down en mode Stranger Things et tout, tu sais. C'est ça. Mais déjà le début d'événement, elle est au métro, elle a plus de batterie dans son téléphone déjà. Oui, je veux dire, l'enchaînement d'événements fait que tu sais qu'il va y avoir un truc qui va clocher. C'est que c'est pas ton moment. En plus, elle voit quelqu'un déguisé et tout, elle se dit vas-y, c'est Halloween, c'est fun et tout, mais non, genre le déguisement c'est fictif, mais faites attention quand vous croisez quelqu'un c'est ça. dans un métro vide. En vrai, déjà, je pense qu'il y a tout le monde qui se méfie quand il croise une seule personne dans un métro vide. Déjà, c'est tellement rare d'avoir un métro full vide, genre. Bah, c'est ça. Je pense que ça doit être hyper rare parce que le métro, ça existe qu'à Paris, genre. Pas qu'à Paris, dans les grandes villes. Marseille aussi, il y a. Mais c'est que dans les grandes villes. Putain. Mais faut se méfier. Ouais, méfiez-vous des apparences. Donc on va partir sur la troisième histoire que du coup je raconterai, qui s'intitule L'ascenseur du bâtiment abandonné. Une histoire d'ascenseur. Déjà les ascenseurs c'est assez terrifiant pour certains de base. J'avoue que je suis pas effrayé trop par les ascenseurs, mais moi j'espère juste pas finir bloqué dedans parce que... Ça m'est déjà arrivé et je compte pas l'expérience. Ouais. Putain. Moi c'était dans les toilettes, ça n'a rien à voir. J'ai essayé d'ouvrir. Ah c'est pas pareil non. Non, moi j'ai forcé la porte et je suis partie en cours. Jure. Oui, je savais même pas carrément. Ah ouais, j'ai eu trop peur. Putain. L'ascenseur s'est arrêté. Lumière. Mais en fait, je crois qu'on n'avait pas bougé de où j'étais. Enfin, je suis rentrée, ça s'est fermé, ça s'est arrêté. Et du coup, j'ai essayé de forcer les portes pour sortir et j'ai réussi à sortir. C'est trop zinzin, ça en vrai. Donc c'est parti pour cette troisième histoire. Dans une petite ville, un bâtiment de bureau resté vide pendant des décennies est devenu une sorte de légende urbaine.
Il est connu pour son ascenseur qui, paraît-il, s'active tout seul la nuit. Les rumeurs circulent, certains disent qu'il est hanté, d'autres parlent de disparitions inexpliquées. Ce mystère attire un groupe de jeunes étudiants en paranormal, Clara, Samir et Lucas, qui décident d'enquêter pour filmer leur expérience et pourquoi pas obtenir des preuves pour leur chaîne YouTube. Le soir venu, ils pénètrent dans le bâtiment. L'air est glacial et une odeur de renfermé envahit les lieux. Après quelques prises de vue et quelques blagues pour détendre l'atmosphère, ils se dirigent vers l'ascenseur. Clara, la plus courageuse, appuie sur le bouton. Étonnamment, malgré l'état de vétusté du bâtiment, l'ascenseur se met en marche et s'ouvre lentement, les accueillant dans une cabine au mur de métal usé. Ils montent à l'intérieur et Samir appuie sur le bouton du dernier étage, curieux de découvrir ce que cache ce bâtiment au sommet. Mais à peine ont-ils dépassé le deuxième étage que l'ascenseur s'arrête brusquement, le plongeant dans le noir. Le silence est total, seulement troublé par les respirations retenues des trois amis. Puis les lumières vacillent et se rallument faiblement. Sur la paroi du miroir de l'ascenseur, des traces de doigts apparaissent soudain formant un message. Ne descendez pas. Les trois amis échangent des regards horrifiés. Lucas, le plus rationnel du groupe, essaie de rassurer en disant que c'est probablement une mauvaise blague d'un précédent visiteur. Il décide de continuer en appuyant à nouveau sur le bouton du dernier étage. Pourtant, au lieu de monter, l'ascenseur descend lentement. Sur l'écran digital indiquant l'étage, le chiffre -1 s'affiche, suivi de -2, -3, puis -4. Des étages sous le sol qui ne devraient pas exister. Leur peur grandit à mesure qu'ils descendent. Finalement, l'ascenseur s'arrête avec un choc brutal. La porte s'ouvre sur un couloir souterrain sombre, éclairé seulement par des néons clignotants. Une odeur putride emplit l'air. À contre-cœur, ils sortent de l'ascenseur, sentant qu'ils doivent découvrir ce qui se passe pour ne pas rester piégés. Le couloir semble s'étirer à l'infini, et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils découvrent des portes fermées, toutes marquées d'un numéro de série. Derrière chaque porte, des murmures et des craquements se font entendre, comme si des dizaines de personnes étaient enfermées. Terrifiés, ils veulent rebrousser chemin. Mais au moment où ils se retournent, l'ascenseur a disparu, remplacé par un mur solide. Ils n'ont plus d'issue. À ce moment-là, des ombres commencent à se former au bout du couloir. Des silhouettes indistinctes, maigres et déformées qui avancent lentement vers eux. Leurs visages sont flous, mais leurs yeux vides semblent fixer Clara, Samir et Lucas. Comprenant qu'ils sont en danger, les trois amis tentent de courir dans la direction opposée, mais les ombres les suivent, bloquant chaque issue. Ils trouvent finalement une porte légèrement entrouverte et s'y précipitent, refermant la porte derrière eux. À l'intérieur, ils découvrent une salle remplie de moniteurs, diffusant en boucle des vidéos de l'ascenseur de ses visiteurs, et des visages familiers. Les leurs, ainsi que ceux de dizaines de personnes. Certains déjà disparus depuis longtemps. Les écrans montrent chaque personne enfermée dans une cellule de ce sous-sol, semblant revivre la même terreur en boucle. Soudain, la porte s'ouvre à nouveau. Une figure sombre et décharnée, portant un uniforme de sécurité délabré, entre dans la pièce. Il pointe un doigt osseux vers eux et murmure « Votre tour est venu ». Avant qu'ils ne puissent réagir, la lumière s'éteint et un froid glacial les paralyse. Le lendemain matin, la police, alertée par les familles, arrive sur les lieux après que les groupes ne soient jamais rentrés. En fouillant le bâtiment, ils ne trouvent aucune trace d'un sous-sol ni d'étage souterrain. Cependant, l'ascenseur est bloqué au rez-de-chaussée. En ouvrant les portes, ils découvrent les téléphones et les caméras abandonnées de Clara, Samir et Lucas. En visionnant les vidéos, ils voient les derniers moments des jeunes, leurs visages figés d'horreur, les ombres approchant, et enfin, l'image de la figure sombre apparaissant à l'écran avant que tout ne s'arrête. Le bâtiment est condamné, mais dans le quartier, les rumeurs persistent. Certains disent que la nuit, on peut encore entendre l'ascenseur descendre dans les étages inexistants, tandis que des voix étouffées chuchotent dans le silence, appelant à l'aide. Ouh. Eh bien... C'est une sacrée histoire. Oui. Genre là... Ah ouais, non. T'imagines l'ascenseur descend dans des étages. En fait, c'est que... Ouais, qui sont même pas prévus de base. Ils sont censés monter, ils finissent par descendre. Ouais. Ils arrivent dans un couloir et genre qui s'agrandit, puis ils voient une silhouette un peu... Des ombres, des trucs... Ouais, non. Ça tombe plutôt bien parce que du coup, ça aura un lien avec ma prochaine histoire. Oh. Enfin, mon histoire du coup vécue, et qui en plus a été vécue avec un Lucas. Qui du coup, c'est un des 3 personnages de ce truc-là. En fait, c'est la même personne. Donc ça se trouve, c'était nous, mais dans un autre univers, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est assez drôle. Mais non, franchement, ça fait flipper. C'est plus... ouais. Ah si, c'est encore une histoire plus fictive. Mais fictive. Bah, pas forcément, parce qu'en fait, ça se trouve, c'est juste un tueur, en fait, le gars. Ouais, parce qu'en soi, eux, ils l'ont perçu comme des silhouettes étranges et tout, mais ça se trouve, c'était un gars normal, juste qui était là depuis longtemps, avec un costume, parce qu'il avait un costume de sécurité délabré. Donc ça se trouve, en fait, c'était un vrai gars. Ouais. Et juste, en fait, ils kidnappent les gens, genre, parce qu'ils ont reconnu, du coup, des visages des personnes qu'ils connaissaient et tout. Donc, en mode, comme si c'était toutes les victimes du gars et tout, genre. Et puis on sait, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on sait ce qui leur est arrivé. Genre, du coup, vu qu'ils retrouvent les vidéos, ils savent qu'il leur est arrivé quelque chose avec ce personnage. Après, quoi, bah ça, c'est soit la mort... À vous de l'imaginer. Voilà, hein. Peut-être c'était Jeffrey Dahmer, on sait pas, hein.
Force à eux. Ouais, rest in peace. Ouais. On passe fort à Clara, Lucas et Samir. Nasri. Bah, c'est parti pour la 4e histoire et donc dernière histoire qu'on va compter. Et puis après on passera à nos juste à nos vécus paranormaux ou non paranormaux, juste des trucs peut-être qui nous ont fait flipper ou quoi. C'est même pas forcément genre des trucs d'horreur, mais genre ça peut être un truc qui t'a fait peur ou quoi, et voilà. une petite anecdote, C'est quoi. ça. Donc c'est parti pour la 4e histoire. C'est parti. Ça s'appelle La lumière de l'éveil. Dans une région reculée, entourée de forêts denses et de montagnes escampées, se trouvait un petit village nommé Eldridge. Les habitants avaient toujours été soudés, mais récemment une atmosphère de mystère enveloppait le lieu. Une secte connue sous le nom de Lumière de l'éveil avait commencé à attirer l'attention, promettant à ses adeptes illumination et sérénité. Anna, une jeune journaliste en quête d'un sujet pour son prochain article, décida de se rendre à Eldridge pour enquêter sur ce phénomène. Dès son arrivée, elle sentit une tension palpable dans l'air. Les villageois la regardaient avec suspicion, mais elle ne se laissa pas décourager. Elle réussit à obtenir une interview avec l'un des membres de la secte, un homme charismatique nommé Gabriel. Elle l'invita à une réunion, promettant qu'elle découvrirait la vérité sur la lumière de l'éveil. Intriguée, Anna accepta. Le soir de la réunion, elle se rendit dans une clairière à l'extérieur du village où des lanternes en papier illuminaient la nuit. Les membres de la secte, vêtus de robes blanches, se tenaient en cercle, chantant une mélodie hypnotique. Gabriel l'accueillit chaleureusement et l'invita à s'asseoir au centre. À mesure que la cérémonie avançait, Anna ressentit une étrange attirance pour le groupe. Les chants prenaient une qualité presque envoûtante. Gabriel parla de la quête de la vérité de l'éveil spirituel, de la nécessité de se débarrasser des liens matériels. Les membres partageaient des témoignages de transformation personnelle et Anna, fascinée, commença à remettre en question ses propres choix de vie. Au fil des semaines, Anna assista à d'autres réunions. Chaque fois, elle était accueillie avec chaleur, mais quelque chose en elle commençait à s'inquiéter. Les membres semblaient de plus en plus obsédés par la secte, délaissant leurs anciennes vies et relations. La communauté devenait insulaire, fermée aux critiques. Un soir, elle décida de confronter Gabriel. « Que se passe-t-il vraiment ici ? Pourquoi tant de gens abandonnent-ils leur vie ?» demanda-t-elle. Gabriel sourit, mais son regard était devenu glacial. « Nous les guidons vers la lumière, Anna. Parfois, il faut sacrifier ce que l'on croyait être important pour atteindre l'élévation. La vérité est souvent douloureuse. » Inquiète, Anna commença à rassembler des preuves sur la secte. Elle interrogea des anciens membres qui avaient quitté le groupe, mais ils étaient souvent trop effrayés pour parler. Un homme lui confia qu'il avait vu des rituels étranges et des disparitions mystérieuses. Une nuit, alors qu'elle s'éclipsait de la réunion, Anna entendit des murmures provenant d'un bâtiment à l'écart. Elle s'approcha furtivement et jeta un œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit la glaça. Des membres de la secte étaient rassemblés autour d'un feu, et au centre, un cercle de symboles étranges. Gabriel parlait avec passion, appelant à un sacrifice pour assurer la pureté de leur communauté. Anna, terrifiée, réalisa qu'il s'agissait de rituels bien plus sinistres qu'elle ne l'avait imaginé. Elle décida qu'il était temps de partir. Le lendemain, elle fit ses bagages en cachette, mais elle fut interrompue par un fracas à la porte. Des membres de la secte étaient là, visage fermé, déterminés à la retenir. « Tu ne peux pas partir, Anna. Tu fais partie de nous maintenant, » déclara Gabriel d'une voix menaçante. « Nous avons besoin de toi pour l'éveil. » Elle s'enfuit à travers les bois, entendant des cris et des pas rapides derrière elle. Les ombres dansaient autour d'elle, les branches semblaient vouloir l'attraper. Finalement, elle atteignit la route principale où une voiture passait. Elle leva la main et le conducteur s'arrêta. Elle se jeta à l'intérieur, essoufflée et terrifiée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda l'homme au volant. « Une secte. Ils veulent me garder là-bas !» s'écria Anna, le cœur battant. Elle rentra chez elle, mais l'angoisse ne la quitta pas. Les jours passèrent et elle tenta de tourner la page, mais elle avait l'impression d'être toujours observée. Les affiches de la secte apparurent dans la ville et chaque fois qu'elle les voyait, elle frissonnait. Finalement, elle reçut un message anonyme. « Tu ne peux pas fuir la lumière, elle te trouvera toujours. » Les nuits devinrent cauchemardesques. Anna se réveilla en sursaut, croyant voir Gabriel et les membres de la secte, leurs visages déformés par une obsession malsaine. Chaque bruit la faisait sursauter et la peur s'insinua dans sa vie quotidienne. Un soir, elle regarda par la fenêtre. Dans la lueur de la lune, elle distingua des silhouettes au bout de la rue. Des robes blanches, des lanternes, ils étaient là,
patientant dans l'ombre. Anna comprit alors qu'échapper à la secte était impossible. Ils avaient pris racine dans son esprit et peu importe où elle irait, la lumière de l'éveil serait toujours là, à la recherche de sa prochaine victime. C'est un enfer, les trucs de secte. Genre vraiment, c'est vraiment la secte comme tu l'entends, genre en mode... la secte, t'embobine quoi. Ils t'embobinent et puis tu sais, genre ils te lobotomisent le cerveau en fait. Oui. Et le pire c'est que ça existe vraiment, les sectes et tout, genre... Ça m'a fait penser un peu, bon pas non plus, mais ça m'a fait penser à une histoire d'une secte justement ils ont fait un suicide collectif. Ouais. Et là tu vois dans le fait que tout le monde délaissait tout de leur vie, c'est que tu vois qu'il y a vraiment un après c'est les trucs de secte, c'est ça, hein, si tu délaisses toute ta vie, genre t'abandonnes ta vie pour te mettre dans la secte. Et c'est vraiment genre tu te fais lobotomiser le cerveau, alors je sais pas comment ils font, genre comment ça marche, mais c'est zinzin en vrai, genre... je pense qu'ils appuient sur des petites failles, des gens qui ont des problèmes à un moment T, et puis ils vont, on peut tout régler, vous inquiétez pas, si... Ouais, mais c'est ça qui est... Mais c'est une folie. Ouais, c'est ça, en fait c'est qu'elle a... Là c'est même plus elle a pas d'échappatoire quoi. C'est ça, c'est même plus qu'elle est... Enfin, que les gens sont embobinés, c'est juste que... En fait, ils laissent pas le choix aux gens. C'est que dès que t'as mis un pied dedans, tu ne sors plus. Mais je trouvais ça hyper intéressant parce que les histoires de sectes, il y a toujours un truc autour de ça. Enfin, on s'imagine ouais, c'est vrai. Tellement de trucs autour. Bah, surtout en ce moment, avec tous les trucs qui sortent des dossiers sur les stars et tout, du coup, c'est dans le thème. Quoi. Et du coup, ça fait une bonne transition avec une de mes histoires vis-à-vis de ça. Du coup, en gros, c'était en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment vécu. Bon, après, c'était pas à ce niveau-là et tout, mais du coup, on était... pour toi, du coup, tu dois voir. Parce que du coup, je suis né en Nouvelle-Calédonie, hein, je précise. C'est pour ça, et j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et du coup, en gros, on était au Wentoro, pour ceux qui connaissent. Et je devais être, genre, avec un ou deux potes, je crois. Ouais, un ou deux potes. On devait être 3 max, tu vois. J'ai souvenir qu'on était 2, mais peut-être 3. Et du coup, en fait, il y avait un rond de... Genre, mais vraiment, ils étaient peut-être 11 personnes, 12 personnes. Et ils étaient tous habillés, genre, en full blanc, tu vois, genre en t-shirt blanche, pantalon en lin blanc. Et ils avaient mis, genre, des bouts de bois, comme s'ils faisaient un feu. Et ils jetaient tous des trucs dessus. Et ils faisaient, genre, comment dire, ils récitaient, mais je sais pas trop, tu vois. Ils parlaient une langue, je comprenais que dalle, genre. Et ils étaient tous synchro en mode... comme ça. Et genre, c'était ça arrivait vers le coucher de soleil, à peu près. Genre, c'était, ouais, au sunset, quoi, en gros. Et du coup, genre, ils étaient dans leur truc comme ça, et vraiment, mais tu sais, ils avaient le visage, t'avais l'impression qu'ils étaient tous zinzin, je sais pas comment expliquer, mais qu'ils étaient tous dans leur monde et tout. Bon, après, j'ai pas d'explication à ça, mais c'était juste le petit lien avec ton histoire, du coup, vis-à-vis des sectes. Et ce jour-là, je sais pas si c'était une secte, hein, ça se trouve, c'était juste... je sais pas, du yoga ou je sais pas, mais ça faisait pas yoga quoi, parce qu'il récitait. On aurait vraiment dit des genres d'incantations en fait, c'est ça. Mais après, le truc qui me fait dire que c'était pas une secte, c'est le fait que ce soit en public, tu vois, qu'il y ait beaucoup de monde, je pense. Enfin, on n'était pas beaucoup de monde, mais il y avait du monde quand même. Et je pense pas que genre des gens de la secte ils se mettraient publiquement comme ça. Je pense qu'en général, ils sont dans des lieux un peu privés et. C'est ça, parce que pour les gens qui connaissent pas, le Wentoro, c'est une sorte de une colline quoi, où il y a quand même vachement de gens qui montent. Il y a du passage et puis il y a beaucoup de gens. Parce que du coup, coucher de soleil, c'est genre 17-18h. C'était pas tout en haut du Wentoro pour vraiment que tu te situes et que tu visualises, c'était au milieu, tu sais. Ouais, mais c'est bizarre. Mais malgré tout, il y avait du monde, tu vois. Genre, des gens on était au moins une quinzaine, tu vois, en plus de eux. Enfin, pas nous, nous on était 2-3, mais du coup, il y avait d'autres gens dans les alentours. Mais c'est pour ça que je pense pas que c'était une secte, parce que alors, soit c'était un prank, ils ont fait exprès, ils se sont dit on va faire une expérience. Soit, si, ça peut être une secte en soi. Mais publiquement. Après, ça peut être une secte, mais pas genre dans les bails sombres, tu vois. Peut-être c'est juste une secte, ils sont tous lobotomisés, mais ils font juste des prières positives, ou je sais pas comment dire ça. Mais... C'est vrai que les sectes, la plupart du temps, quand même, se cachent dans des endroits reculés, mais après, ils ont voulu assumer. Ouais, je sais pas, en tout cas, c'était bizarre. C'est bizarre quand même. Du coup, normalement, dans les anecdotes personnelles. C'est ça. T'en as, toi, d'anecdotes un peu. Et j'en ai une. C'est une qui dure longtemps et il y a plusieurs éléments, mais ça fait partie d'une seule histoire. Vas-y. En gros, avant, j'habitais avec mes parents dans un appartement. Et déjà, en fait, il y a ma chambre, il y avait une sorte de couloir. Je raconte très mal les histoires, donc j'espère quand même que vous comprendrez ce que je raconte. En vrai, il y avait une sorte de couloir, ma chambre était au bout du couloir, et il y avait la salle de bain qui était juste à côté, vraiment sur le même point de mur, quoi. Mais entre la salle de bain et ma chambre, il y avait une sorte de plaque, donc
c'est une mini pièce dans laquelle on pouvait pas entrer parce qu'il y avait une plaque donc, mais ça avait quand même une largeur suffisante pour pouvoir rentrer, mais c'était quand même fin, une personne pouvait rentrer, c'est la largeur d'une personne quoi. Ok. En fait à chaque fois on entendait gratter, alors qu'en soi il y a... Alors on s'est dit que ça pouvait être des rats, des animaux, mais il y a quand même pas vraiment de chance que des rats puissent rentrer dedans vu qu'il n'y a aucun accès. Ouais. Donc bon, ça gratte, etc. Donc bon voilà, on se disait, bon c'est quand même bizarre, mais on se posait pas tant de questions. Ça c'est la première partie de l'anecdote qui en soi peut être expliquée par des bêtes, par plein de choses. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, où là on a un peu moins d'explications. Avec mes parents, on venait de ranger dans cette même chambre. On venait de la ranger du coup parce que c'était un petit peu le bazar. Et on allait dans le salon, les fenêtres étaient fermées, tout était fermé, il n'y avait que nous, on était tous les trois dans le salon. Et d'un coup, on entend un gros bruit. On entend comme un boom, pas un boom, mais un gros bruit. Je ne saurais pas le dire. Et bon, on attend un peu, on se dit bon, peut-être quelque chose est tombé, voilà. Mais quand même, c'était bizarre. Donc on se dit, on va quand même aller voir. Donc je vais voir, etc. Et en fait, j'entre dans ma chambre, donc tout était rangé, il n'y avait rien par terre, tout était hyper propre, hyper rangé. Le tiroir de mon bureau, le dernier tiroir de mon bureau était tiré, donc c'est déjà très bizarre. Et il y avait un jeu de cartes, mais c'était pas un jeu de cartes... Enfin, c'était pas des cartes pour jouer, c'était... je sais pas si vous connaissez, c'était des longues cartes pour apprendre... Je sais pas si c'est les incollables ou un truc comme ça, c'était pour... Il y avait des questions, et ouais, des genre trucs de quiz un peu, là. Oui, c'est ça, mais c'était pour enfants, je vois, c'est des questions pour apprendre, quoi. Et en fait, elles étaient étalées en demi-cercle. Ok. Et il y a un petit bout de plastique qui les accroche toutes, qui était défait, mais je sais plus exactement. Alors, vu que j'étais petite, j'ai pas le souvenir si c'était encore accroché aux cartes, si c'était posé au milieu. Ça, j'ai pas le souvenir. Ok. Et en vrai, c'est un souvenir d'enfant que je vous raconte, donc c'est pas. Mais je me souviens que c'était étalé en arrière de cercle, et j'en avais reparlé avec ma mère. Et elle aussi a ce souvenir, il me semble. Ok. C'est pas vraiment qu'on en a pas reparlé, mais. Et du coup, vraiment, depuis ce jour-là, je me suis quand même questionnée, je me suis dit, mais. Ouais, genre, est-ce que c'est genre full hasard? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? C'est ça, donc après on s'est dit, je sais pas, peut-être que s'il faut la fenêtre était mal fermée et quelqu'un est rentré, mais c'est quand même bizarre de rentrer, de mettre des cartes en arrière de cercle et tirer un tiroir. Enfin, si tu rentres dans un appart, tu fais autre chose. Oui, c'est sûr. Après, ça, c'est toutes les histoires où il se passe un truc bizarre. Le premier réflexe que t'as, c'est d'essayer de rationaliser, tu sais, en mode. C'est ça. D'essayer de dire bah non, genre c'est pas possible, c'est un truc rationnel, c'est explicable scientifiquement, enfin alors que des fois c'est juste pas explicable alors que non, et voilà quoi. Pour le coup là on n'a pas trop d'explications rationnelles. Du coup bah là je vais passer à ma deuxième petite anecdote qui était du coup avec le fameux Lucas et avec la silhouette étrange. En gros du coup on allait à Koné, donc c'est toujours en Nouvelle-Calédonie et donc c'est dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, plus dans le nord en tout cas. Et on avait tournoi de badminton, donc en général, vu que c'est loin de là où on habitait vers Nouméa, du coup c'est à, je ne saurais même pas dire exactement, peut-être 3 heures, quelque chose comme ça, je sais même plus en vrai de vrai. Et du coup on partait toujours le vendredi dans l'après-midi, comme ça on dormait le vendredi soir pour jouer le samedi. Parce que on pourrait partir le samedi matin, mais ça veut dire que si on avait tournoi qui commençait à genre 7 heures, ça faisait partir à 2-3 heures du mat, c'est un enfer, genre il y a des tournois où on l'a fait mais c'est un enfer. Et du coup on était parti le vendredi après-midi et le vendredi soir, en gros lui il était dans l'hôtel d'en face, nous on n'était pas dans le même hôtel, mais du coup on s'était dit bah vas-y on va se balader dans le village de Koné. Et du coup on marchait tout ça au début et on se baladait tout le long de Koné, tout ça. Et à un moment on arrive à un petit pont au-dessus d'un petit lac. Et dans une forêt et on entend des bruits en mode hyper bizarre, en mode tu sais c'était pas des bruits d'animaux de sûr tu vois, enfin en fait si ça pourrait, mais genre c'est des bruits d'animaux bizarres en tout cas si c'est le cas, et c'était des genre mais tu sais que c'était pas le vent parce que déjà il y avait pas de vent quasiment, et puis genre ça ferait pas ce bruit là pour le coup, tu vois, le vent un animal à la rigueur mais du vent je pense pas. Et du coup genre en fait plus on avançait plus ça faisait le son, mais pourtant c'était à droite, c'est pas parce qu'on se rapprochait que qu'on l'entendait plus fort, c'est juste genre vraiment comme si genre on n'avait pas le droit de traverser le pont en fait, parce qu'on était au début du pont et en fait quand on a commencé à marcher sur le pont on entend on avance encore un peu et ça montait crescendo. Et quand on arrivait vers le bout du pont on a entendu encore plus fort le en question. Et on entend du coup des craquements de bois, tu sais comme quand quelqu'un marche sur des branches ou qu'il y a des trucs qui se cassent et tout.
Du coup, là, on est en mode, wesh, il y a quelqu'un qui veut pas qu'on passe le pont, tu vois, genre, vraiment. Et du coup, Lucas, il avait une lampe torche à ce moment-là, parce que, bah, vu qu'on se baladait la nuit, on se promenait avec une lampe torche au cas où, tu vois. Et du coup, il éblouit, parce que du coup, en fait, on était un peu sorti du village à ce moment-là. Donc, il y avait un peu des bouts de forêt, un petit lac, et on était à la sortie du village, en gros. Ok. Et du coup, il éclaire les feuilles. Et au moment où il éclaire, on voit tu sais, un mouvement brusque dans les buissons, quoi. Enfin, là, il y a des arbres, je sais pas trop ce que c'est exactement. Et du coup, tu vois les feuilles, tu sais, comme un mouvement, comme il y a quelque chose qui a bougé, tu vois. Ouais. Du coup, quand on l'a éclairé. Donc, en vrai, ça pourrait être un animal, un truc comme ça. Du coup, on se dit, wesh, là, en vrai, chaud, tu vois, genre, bof d'y aller, surtout que si c'est quelqu'un, on sait pas s'il est armé, on sait pas si, on sait pas ça. Puis même si un Du coup, on s'est animal, dit, on fait demi-tour, on y retourne, mais avec la voiture cette fois. Waouh, ok, Du coup, vous êtes on- motivé quoi. Bah, parce qu'on voulait avoir le fin mot, parce que Ouais, je c'était. comprends. Parce qu'en fait, l'ambiance déjà était bizarre, tu vois, tu sais, c'était. Ouais. Tu sens des fois, je trouve, pour ceux qui ont vécu des expériences un peu paranormales ou quoi, genre tu sens quand il y a un truc qui est étrange et l'atmosphère, tu sens l'atmosphère Oui. différente, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on se dit, bah vas-y, on va aller voir, mais en voiture, comme ça on a moins de risques, s'il est armé, bon, il y a moins de risques et tout, et puis on peut rester à distance, tu vois. Du coup, on va prendre la voiture, c'était la voiture de ma mère, parce qu'on était venu du coup à Coné avec la voiture de ma mère, donc on a pris sa voiture. Donc je conduis et Lucas il est à côté avec la lampe, et on passe à côté, on éclaire tout. On voit rien, on repasse comme ça, et au moment où on passe, Lucas il éclaire, il dit oui j'ai vu un truc. Sauf que du coup bah on est passé, on devait faire demi-tour là, tu vois, genre parce qu'on n'avait pas le choix, on avait déjà passé le truc. Du coup j'ai dit bon on fait demi-tour, de toute façon on est obligé de revenir sur nos pas pour aller à l'hôtel. Ok. Donc on fait demi-tour, on roule tout doucement, et là Lucas il éclaire dans la forêt, et en fait on voit un grand truc. En fait c'était une silhouette d'homme, Ok. mais alors soit c'était un homme géant, genre vraiment 2 mètres passés, donc ça, bon, en soi ça peut. Oui. Mais en fait le truc qui était bizarre c'est que c'était pas identifiable. En fait ça faisait penser à un homme, la silhouette, mais le visage et tout, ça avait rien d'humain en fait, tu vois ce que je veux Ok. dire. Et en fait il avait la tête toute blanche, les bras tout blancs, et très allongé, genre vraiment très allongé. C'est un peu comme le Slenderman. C'est exactement ça. Le Bah français, en je voulais fait pas te c'était couper un pour peu dire, comme le mais Slenderman, mais pas noir, genre il était tout blanc en fait. tout blanc. Et Genre aussi grand qu'un dans mes Slenderman, souvenirs, non pas aussi grand, enfin Ouais. en fait j'en ai jamais vu en vrai donc je pourrais pas Oui. dire, mais genre c'était un peu plus de 2 mètres. Genre si vraiment je devais le dire, ça se situerait entre 2 mètres, parce que c'était loin, donc pour faire une estimation précise c'est compliqué, Ouais. entre 2 mètres et 2 mètres 50, tu vois, donc c'est quand même grand. Ça Donc, peut ça peut être humain, humain. Mais en fait c'est la silhouette est très maigre, genre vraiment très très maigre, c'est-à-dire vraiment squelettique, la peau sur les os est tout blanc. Ouais, très très Et fort. au moment où on l'éclaire, pareil, il se recache, tu sais, gros mouvement dans les arbres. Et du coup, il déséclaire et il rééclaire. Et on voit, tu sais, un peu des mouvements un peu comme ça, genre, et Une on voit tête qui se- on voit des trucs blancs comme ça, mais vraiment squelettiques. Genre, pour ceux qui croient un peu à ça et tout, genre, je sais pas si t'as déjà entendu parler, genre, des mystiques, on appelle ça. Je sais pas. Bah, en gros, bah, ça correspond du coup exactement à la description. C'est un truc qui est pas identifiable, qui fait penser à un humain visuellement, mais qui en est pas, enfin visuellement dans le sens où ça a 2 bras, 2 jambes, une tête, Ok. mais que physiquement c'est pas un humain, genre il a pas de peau, pas de cheveux, genre juste il est tout blanc, squelettique et tout, tu vois. Ok. Et du coup, ben genre on a aucune explication sur ça parce que bah on l'a vu de loin, il était à 25, entre 25 et 50 mètres à peu près, tu vois. Ok, quand même. Donc ouais. c'est pas, tu vois pas exactement, tu peux pas le décrire, mais Oui. genre de là où on était c'était vraiment grand et tout mec, tout blanc et tout. Et au début, tu vois, genre je pensais que Lucas se foutait de ma gueule, honnêtement. Tu vois, Bah oui. au début, j'entendais les bruits, mais pour moi, je me suis dit, c'est un animal ou c'est quelqu'un qui essaye de nous faire peur ou un truc comme ça, tu vois. Genre, pas toujours, comme on dit, on rationalise. Et du coup, Lucas, il est clair, il dit non, gars, genre là, c'est vraiment bizarre ce que j'ai vu. Du coup, tu vois, je me dis, bon, peut-être il extrapole et tout, genre, j'ai pas vu, moi, je le crois pas. Et en fait, quand on est repassé, que j'ai roulé vraiment lentement et qu'il l'a montré, j'ai vu le truc, j'ai fait, ah ouais, gars, là, en fait, il y a vraiment un bail bizarre, tu vois, genre. En mode déjà l'atmosphère était bizarre et puis genre tu sais le lendemain matin du coup quand on s'est vu genre je lui ai dit tu te souviens de dire ça, il me dit ouais ça, et genre j'étais en mode ok bon ça va, genre j'ai pas rêvé ou quoi, tu vois, parce Oui, que vous en avez le reparlé, matin tout, même quoi. je me suis dit ça devait être un rêve, tu vois, ou un bail comme ça, et Ouais. on en a reparlé et il était en mode ouais vraiment genre, et tu sais genre j'aurais capté si, enfin tu sais genre sur nos têtes tu voyais que l'un et l'autre on trollait pas, tu vois, genre Oui. genre je voyais sur sa tête qu'il était vraiment en mode ok on a vu Il y a un vraiment truc eu peur, chelou de zinzin, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, à ce jour, on sait toujours pas ce que c'était. Ouais. Mais c'est vrai que c'était vraiment étrange pour le coup. C'est trop bizarre. Et j'ai pas d'explication. Je sais pas s'il y en a qui vivent à Koné, qui ont déjà vu
ce gars, cette chose, je sais même pas ce que c'était. Bah ouais. Mais du coup, pour nous, bah, c'était un truc un peu paranormal, un mystique, on appelle ça, du coup. Et, bah, c'est des trucs pas très positifs, hein, c'est genre... ouais, je me doute. c'est des bails vraiment dans le sombre et tout. Bah, un peu Et du coup, voilà. Puis, à cette soirée, on a continué à se balader en voiture après, par contre. Et dans des endroits sombres, en essayant de trouver des trucs et tout. Mais vous, ça va genre, pas. parce que, en fait, ça nous a tellement hypé, genre, on était en mode... Bah, sur le moment, on était un peu, genre, apeuré, on était en mode, wesh, on a vu quoi. Mais à la fois, tu sais, t'as ce truc-là de curiosité en mode ça t'a apeuré mais tu veux en voir plus pour avoir plus de concret, tu sais, on espérait voir un truc vraiment concret qu'on pourrait le filmer ou quoi et tout, parce que du coup on a essayé de le filmer mais ça rendait pas du tout bien, on voit juste un mouvement, tu vois, genre on voit juste qu'il y a eu un mouvement mais genre tu vois pas qu'il y a quelque chose en fait, tu vois juste des arbres bouger en fait fortement à une seule zone. Par contre ça tu vois que c'est à une seule zone, mais du coup ça peut être un animal, tu vois, ça peut être un animal, parce que si c'était le vent ça bougerait partout et là pour le coup ça bougeait vraiment uniquement à l'endroit où il y a les trucs et du coup bah voilà. Et les petites anecdotes drôles avec ça, c'est que du coup un jour il était en radio pour le badminton, Lucas, et que le gars il lui a demandé de raconter des histoires vraies et des histoires fausses et il devait deviner les histoires vraies et fausses. Et il a raconté cette histoire, mais vu qu'il n'a pas assumé à la radio de dire que c'était l'histoire vraie, parce que bah il s'est dit vas-y, flemme d'expliquer, les gens ils vont pas croire, ça se trouve ils vont me prendre pour un fou ou je sais pas. Et bah du coup il a dit que l'autre anecdote était vraie et que celle-là était fausse. Et l'autre anecdote qu'il avait racontée, c'était que on avait fait à Koné un accident avec la voiture de ma mère quand on était tombé dans un ravin. Ah ouais, non mais d'accord. À la radio, il a raconté ça. Et du coup, bah ma mère, elle a vu le truc à la radio, elle a dit comment ça vous avez fait un accident? Et je lui ai dit bah tu te doutes bien que là il dit n'importe quoi. En plus on t'a raconté l'histoire du... Parce qu'on lui avait raconté du coup l'histoire du truc paranormal à ma mère vu que bah elle y croit, etc. Et je lui ai dit bah tu te doutes bien que c'est pas la voiture, surtout que si on était tombé dans un ravin, la voiture elle aurait quelque chose quand même, enfin genre elle serait pas toute neuve. Et du coup bah à la radio genre et les gens du coup du bad ils étaient en mode mais quoi vous avez fait un accident connu? J'étais en mode bah les gars pas du tout en fait, c'est juste il a pas assumé la vraie histoire en fait. Bah voilà, tout le monde saura la réalité maintenant. Exactement. La vérité. Et du coup ouais c'est cette anecdote en vrai elle est folle. Bah ouais. Mais tu sais j'aurais aimé avoir plus de concret, filmer un truc et tout, mais après en général les trucs paranormaux dans tous les cas genre bah soit c'est des trucs fake, soit tu sais en mode ceux qui filment, soit ils font des montages et tout, sauf que là bah du coup on essaie de filmer mais pas possible de... c'est ça, puis oui c'est souvent quand tu peux pas filmer, c'est ça. Puis même dans tous les cas il y a moyen que même si t'avais pu bien le filmer, soit tu l'aurais pas vu sur la caméra, soit ça aurait fait un truc un peu bizarre, mais t'aurais pas vraiment... C'est surtout ça, c'est que je me dis en fait dans tous les cas si on avait réussi à le filmer, je pense que ça se serait pas vu à la caméra possible. Ou que tu sais le truc se serait caché de la caméra ou peu importe, tu vois, c'est un truc paranormal, donc voilà. Bah, en tout cas j'espère que cette vidéo sur le thème Halloween, un peu horreur, tout ça vous aura plu et tout ça, que vous aurez été divertis en fait, tout simplement, que ça vous aura diverti, fait sourire, effrayé, peu importe. C'est ça, que les histoires vous ont intéressé, questionné, intrigué. Bah c'est ça, j'espère que... Fait un peu peur aussi. C'est ça, ouais, l'idée c'est que ça vous ait un peu effrayé ou... Pas forcément effrayé, mais au moins ça vous ait diverti, que ça vous ait fait passer un bon moment en fait, tout simplement. C'est ça. C'est le principal en fait. On était des conteurs d'histoires. C'est ça, c'était les trucs, et puis c'était même pour nous en fait un kiff à nous de revivre un truc. Enfin en tout cas pour moi je sais que du coup c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais enfant avec des potes ou ma famille, en se mettant en rond. Le soir, on éteignait la lumière, et tu sais, le truc vraiment cliché des films d'horreur avec une petite lumière, et on mettait, tu sais, la lumière sur nous. Vraiment, c'était cliché de zinzin. Excellent. Mais on le faisait quand on était gosses, et du coup, on racontait chacun une histoire qui faisait peur et tout. Et ça finissait toujours avec un du groupe qui fait non, mais là, c'est bon, j'ai trop peur. Et on arrêtait et tout. Et pour nous, on était contents, c'est que c'était réussi, tu vois. S'il y en avait un qui avait peur, c'est que ça y est, c'est bon, c'est carré, on a fini. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, diverti. Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait plaisir, un petit like, à vous abonner en activant la cloche, parce que du coup il y aura d'autres prochaines vidéos par la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos amis, etc. Pour les divertir aussi, et puis pour soutenir la chaîne tout simplement. Commenter si vous avez des idées, ça. Commentez pour si vous avez des commentaires tout simplement faire sur la vidéo déjà dans un premier temps par rapport aux histoires, si c'était bien compté, si ça vous a plu, s'il y a des choses à améliorer, parce que aussi on prend les commentaires constructifs, les critiques tant qu'elles sont constructives, c'est plaisant parce que du coup ça aide à améliorer les vidéos et la chaîne. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Et puis voilà, pouce bleu, on s'abonne, on partage et ça fait plaisir. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao tout le monde, papis.
C'est ma Squeezie ici. Ah non. Allez, ciao. Salut.